Bonjour à tous, donc nous voici dans cette vidéo où nous allons exposer la notion de mécanisme réactionnel, notion qui fait partie donc de l'activité 2 du chapitre 13. Alors cette activité se découpe en deux parties. La première, préalable donc, consiste à exposer les notions de site donneur et de site accepteur de doublets d'électrons. Et pour cela, nous avons besoin d'une notion que l'on connaît déjà depuis la classe de première S, c'est-à-dire la notion d'électronégativité. Alors qu'est-ce que l'électronégativité? Donc dans le paragraphe qui suit, je n'ai fait que copier et coller ce que vous avez déjà sur votre feuille que je vous ai, sur le document que je vous ai transmis, le document du chapitre 13. Donc l'électronégativité qui, je vous rappelle que cette lettre grecque se prononce qui. L'électronégativité qui d'un atome est sa capacité à attirer les électrons de la liaison covalente dans laquelle il est engagé. Oui, parce qu'effectivement, je vous rappelle qu'une liaison covalente entre deux atomes au sein d'une molécule, c'est une mise en commun de deux électrons. Chacun des atomes participant à la liaison ayant apporté sa contribution à la liaison en apportant un électron. Donc, rappelez-vous bien ça, une liaison covalente, c'est une mise en commun de deux électrons, encore du programme de première S. Alors, il se trouve donc que si on a deux atomes, A et B, comme le schéma le montre à droite, et que l'un des deux est plus électronégatif que l'autre, en l'occurrence sur le schéma c'est le A, et bien donc A attire plus à lui les électrons de la liaison. Et du coup il va se retrouver avec un excès d'électrons. Tandis que B va se retrouver avec un défaut d'électrons. Et donc on voit apparaître sur les atomes A et B des charges partielles notées delta plus et delta moins, qui, attention, sont des charges qui ne sont pas aussi marquées que des charges d'ions. Si on avait vraiment deux ions, un ion A- et un ion B+, la liaison serait complètement cassée entre les deux, plus rien finalement ne relierait les deux éléments chimiques. Or là, la différence d'électronégativité n'est pas suffisante pour qu'il y ait carrément une rupture de liaison. Donc on parle seulement de charges partielles delta plus et delta moins. Et du coup, on a ce qu'on appelle une liaison qui est polarisée. Parce qu'effectivement, un pôle plus et un pôle moins. Alors cette notion d'électronégativité et de liaison polarisée est importante pour permettre d'identifier finalement sur les molécules organiques des sites de forte densité électronique et de faible densité électronique. Alors ceux qui ont une forte densité électronique, logiquement, ce sont les sites qui sont riches en électrons et qui vont avoir tendance à les donner. D'où la notion de site donneur de doublets d'électrons. Et par opposition, les sites de faible densité électronique, ce seront des sites qui seront faibles en quantité d'électrons, et donc qui vont plutôt vouloir en récupérer, en accepter, on appelle ça des sites accepteurs de doublets d'électrons. Alors pour identifier les sites donneurs de doublets d'électrons, il faut aussi tenir compte de la représentation de Lewis, souvenez-vous, de certains atomes et ions entourés de doublets non liants. Toujours dans le respect de la règle du duet et de l'octet qu'on va rappeler tout à l'heure. Alors la première question de cette activité est celle-ci. Donc selon les valeurs d'électronégativité données dans votre livre, page 309, classez les liaisons fréquemment présentes dans les molécules organiques selon leur polarisation. Donc je vous laisse évidemment le temps de prendre votre livre, vous pouvez mettre pause, hop, vous allez à la page 309. Bon, pendant ce temps-là, on peut quand même se poser la question, quelles sont les liaisons qu'on rencontre souvent dans les molécules organiques et qui sont susceptibles d'être polarisées. Alors évidemment, ce ne seront pas des liaisons qui font intervenir des atomes identiques, sinon il n'y a pas de différence d'électronégativité, ça va de soi. Mais ça pourrait être par exemple des liaisons CH, des liaisons CO, des liaisons OH par exemple. Et donc j'ai ici classé dans la suite, après évidemment analyse des différentes valeurs d'électronégativité du livre, j'ai classé, vous le voyez donc avec un axe qui montre la polarisation croissante, j'ai classé donc les liaisons qu'on rencontre fréquemment par ordre de polarisation. Il faut donc bien comprendre que ici, tout à gauche, vous avez la liaison CH, et parmi toutes celles qui sont répertoriées ici, c'est donc la liaison la moins polarisée, parce qu'il y a une très faible différence d'électronégativité entre CH, à tel point qu'on considère souvent que c'est une liaison d'ailleurs qui n'est pas polarisée.
D'accord? Elle l'est, ceci dit, elle l'est quand même si elle est faiblement, elle l'est. D'accord? Dans certaines situations, on peut le négliger. Bon, après dans l'ordre, évidemment, je vous laisse faire la différence d'électronégativité entre les atomes. Hein. Donc ici, on a une différence entre Cn qui est plus importante qu'entre CH. Ensuite, entre C et Cl, une différence d'électronégativité qui est plus importante qu'entre C et N. Entre N et H, une différence d'électronégativité plus importante qu'entre C et Cl, etc. Jusqu'à donc l'extrémité de cet axe avec la liaison OH pour laquelle il y a une différence d'électronégativité plus grande et donc une polarisation de liaison beaucoup plus élevée. D'accord ? Alors la deuxième question, alors évidemment je vous laisse prendre tout ça, en note, hein. Je vous laisse constituer vous-même vos réponses à cette activité-là. La deuxième question, on nous demande de citer des exemples de sites donneurs et accepteurs de doublés d'électrons dans les molécules organiques, étant donné évidemment la définition qu'on a lue un tout petit peu plus haut, étant donné aussi les liaisons polarisées qu'on a identifiées dans la première question. Alors on va commencer par les sites accepteurs de doublés d'électrons. Alors on voit ici, hein, vous le voyez, pour la liaison CO simple ou la liaison CO double, on a une forte différence d'électronégativité entre le C et le O. D'ailleurs entre parenthèses, hein, pourquoi la C double devant la C simple O, ça c'est quelque chose que vous n'avez pas à savoir, donc je ne détaille pas ça. Donc on a une forte différence d'électronégativité entre O et C, que ce soit dans la simple comme dans la double. Et donc on va avoir, vous comprenez bien ici, un atome de carbone qui va avoir une charge partielle quand même assez marquée et qui du coup, puisqu'il est chargé positivement, va facilement accepter les doublés d'électrons. Donc l'atome de carbone dans les liaisons suivantes, la COO, la C simple, mais également la CCl. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut donner comme site accepteur de doublés d'électrons encore? Eh bien, les ions chargés positivement, bien sûr. S'ils sont chargés positivement, c'est qu'ils ont un défaut d'électrons, donc ils vont facilement accepter des doublés d'électrons. Celui qu'on rencontrera quand même assez fréquemment, c'est l'ion H+. Passons maintenant aux sites donneurs de doublés d'électrons. Alors, pour les sites donneurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut tenir compte de la représentation de Lewis de certains atomes. Et rappelez-vous que certains atomes, s'ils font des liaisons avec d'autres atomes, s'ils font donc des doublés liants, s'ils partagent des doublés liants avec les autres atomes, ils ont aussi ce qu'on appelle des doublés non liants. Ceux sur lesquels on s'est largement étendu en première S, ce sont les atomes d'oxygène et d'azote. Je vous redonne ici leur représentation de Lewis. Alors rappelez-vous que justement les règles du duet et de l'octet sur lesquelles la représentation de Lewis repose nous permettent entre autres de prévoir justement le nombre de doublés non liants que va avoir un atome au sein d'une molécule et également le nombre de liaisons qu'il est susceptible de faire avec ses voisins. Donc l'atome d'oxygène, justement, deux liaisons, vous imaginez au bout de ces deux traits, deux liaisons vers deux autres atomes, et deux doublés non liants sur l'atome d'oxygène. Pourquoi deux liaisons, deux doublés non liants? Je vous laisse reprendre votre cours de première S où vous me poserez des questions ultérieurement. L'atome d'azote, en ce qui le concerne, c'est uniquement un doublé non liant et trois liaisons. Quoi qu'il en soit, l'un et l'autre respectent la règle du duet et de l'octet. C'est-à-dire que les éléments s'entourent du même nombre d'électrons que le gaz noble de numéro atomique le plus proche. Bon, que le gaz noble du numéro atomique le plus proche, si vous ne le retenez pas, c'est pas grave. Retenez simplement qu'il s'entoure soit de 2, soit de 8 électrons. On constate bien que c'est le cas pour l'atome d'oxygène. 2 doublés non liants, 2 doublés liants, 4 doublés. L'atome d'azote, 1 non liant, 3 liants, donc 4 doublés aussi. 4 fois 2, 8 électrons. Donc la règle du duet, plutôt en l'occurrence ici la règle de l'octet, est bien respectée. Autre exemple de site donneur. Alors les ions chargés négativement, tels que H-, donc ici là, ça c'est pas un doublet, c'est une charge. La charge moins portée par l'atome d'oxygène dans l'ion H- que vous reconnaissez puisqu'il s'agit de l'ion hydroxyde. Dans cet ion, vous avez donc l'atome d'oxygène qui est entouré, vous le voyez,
3 doublets non liants, d'accord? Mais globalement de 4 doublets en tout, donc la règle de l'octet est respectée. En ce qui concerne les ions chargés négativement, on a également l'ion chlorure, entouré de 4 doublets non liants, 4 x 2, 8 électrons, avec toujours ici une charge moins, c'est un ion, c'est l'ion Cl-, qu'on a rencontré aussi à plusieurs reprises, mais évidemment sans faire le détail de la répartition des doublets non liants tout autour. Hein. Dernier exemple qu'on va rencontrer aussi, le doublet de la double liaison carbone-carbone. Bah, effectivement, entre les deux atomes, c'est pas 2 électrons qu'on a ici, mais 4 électrons puisque 2 doublets. Donc un site qui est vraiment riche en électrons, tout comme le sont ces sites-là, l'atome d'oxygène, l'ion chlorure ici, enfin l'ion H-, pardon, l'élément oxygène de l'ion hydroxyde. Tout ça, ce sont donc des sites riches en électrons, riches en doublets d'électrons et qui vont avoir donc tendance à les donner. Donc on avance toutes ces notions-là pour expliquer comment finalement les molécules réagissent entre elles. Et donc elles réagissent entre elles finalement de manière à ce que les électrons se réorganisent. Et ils se réorganisent à la suite de transferts de doublets d'électrons entre certains sites de réactifs. D'accord ? Alors en chimie organique, là encore une fois, je n'ai fait que recopier ce qui est sur votre document. Les réactions entre deux espèces chimiques sont modélisées par des transferts de doublets d'électrons entre un site donneur d'une espèce et un site accepteur de l'autre espèce. Parfois, ça a lieu au sein de la même espèce, bref. On schématise ainsi le mécanisme de la réaction. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Lors de la formation d'une liaison, le transfert d'électrons se schématise par une flèche courbe issue d'un doublet liant ou non liant autour du site donneur et pointant vers le site accepteur. Ok. Et lors de la rupture d'une liaison, le transfert d'électrons se schématise par une flèche courbe issue de la liaison rompue et pointant vers l'atome le plus électronégatif de celle-ci. Alors en lisant ça tout simplement là, pas évident de voir ce qu'il faut faire exactement quand on nous demande de schématiser le mécanisme de la réaction. Donc tout de suite évidemment les exemples. Donc toujours dans la progression, c'est-à-dire dans votre document, vous avez la réaction numéro 1 de l'activité numéro 1 que vous avez faite avant à la maison, qui finalement se décompose en 2 étapes si on veut donner le mécanisme réactionnel. Évidemment, vous n'avez absolument pas à savoir deviner la nature et comment s'écrivent chacune de ces étapes. Quand vous avez un mécanisme réactionnel à établir, les étapes seront toujours schématisées à l'avance. Vous, ce que vous avez à schématiser, c'est les transferts de doublets d'électrons par des flèches courbes. Bon, avant ça, question 3. On nous demande pour l'étape numéro 1, quels sont les sites donneurs et accepteurs d'électrons permettant la formation du produit ? Donner le mécanisme de cette étape. Donc l'étape numéro 1, effectivement ce qu'on peut repérer pour l'étape numéro 1, c'est le changement qui a eu lieu. Donc vous voyez, on a 2 espèces chimiques qui sont celles-ci, et on obtient celle-là. Ce qu'il faut identifier ici, clairement, c'est la liaison qui est formée. C'est le seul changement qu'on voit. La liaison qui est formée, je l'ai reproduite ici en rouge, c'est bien évidemment une liaison entre l'élément oxygène ici et l'atome d'hydrogène qui est là et qui était absent au début. D'où vient-il ? Évidemment, on se doute bien que c'est l'ion H+, qui intervient à ce niveau-là. Donc comment finalement a-t-il pu s'attacher, on va dire, à l'atome d'oxygène ? Alors pour comprendre ça, il faut identifier ce qu'on appelle donc un site donneur de doublets d'électrons. En l'occurrence ici c'est le doublet non liant de l'oxygène et également le site accepteur de doublets d'électrons. C'est bien ce qu'on a dans notre liste de tout à l'heure, c'est bien ce qu'on a identifié, on est d'accord, l'atome d'oxygène c'est un site donneur de doublets d'électrons via ses doublets non liants, lui un site accepteur, donneur-accepteur, ouais, il va bien y avoir une interaction entre les deux et qui va pouvoir expliquer la formation de cette liaison-là. Alors comment est-ce qu'on fait déjà pour représenter le transfert de doublets d'électrons ? Puisqu'encore une fois, il y a un site qui donne et il y a un site qui accepte. Donc on nous dit, voilà l'élément important ici en rouge, lors de la formation d'une liaison, le transfert d'électrons se schématise par une flèche courbe issue d'un doublet liant ou non liant, autour d'un site donneur, et pointant vers le site accepteur.
Donc, une flèche courbe qui part du site donneur, de l'un des doublets du site donneur vers le site accepteur. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ça. D'accord? Effectivement, la flèche part du doublet du site donneur et va vers le site accepteur. Quoi qu'il en soit, quand vous avez un mécanisme à donner, autrement dit une flèche courbe qui représente un transfert de doublé d'électrons, la flèche part toujours d'un doublé d'électrons. Si vous ne faites pas partir votre flèche d'un doublé d'électrons, vous avez faux déjà directement. Ça ne peut pas être juste. Toujours un départ de flèche de doublé d'électrons. D'accord? Ensuite, pour l'étape numéro 2, on nous dit identifier là où les liaisons formées, là où les liaisons rompues, parce qu'effectivement, là, il y a des deux types, et il y a de la formation, il y a de la rupture de liaison, et on va également donner donc le mécanisme. Alors, quelles sont les liaisons rompues, quelles sont les liaisons formées? Alors, on voit assez facilement que la liaison rompue, c'est celle-ci, d'accord? La liaison entre le carbone et l'oxygène, qu'on trouve ici dans ce réactif-là, et qu'on ne retrouve absolument pas ici. Le carbone n'est plus lié justement à un oxygène, mais lié à un chlore. On en déduit par là même que cette liaison-là est la liaison formée, d'accord? Alors, je vais un petit peu vite, pardon. Donc comment est-ce qu'on fait pour établir le mécanisme de cette réaction-là? Donc évidemment, il va falloir expliquer la rupture de liaison et également la formation de liaison. On va commencer par la formation de liaison, puisque c'est ce qu'on a déjà vu pour l'étape numéro 1. Donc la formation de liaison, on est d'accord, concerne le carbone et le chlore. Donc on va faire pareil, on va faire partir une flèche d'un des doublets du site donneur. Vous reconnaissez ici un site donneur de doublé d'électrons, on l'a encore une fois identifié dans notre liste auparavant. La flèche va partir de ce site donneur de doublé d'électrons pour aller vers le site accepteur de doublé d'électrons et ainsi former la liaison qui est là. Hop, voilà ce que ça donne. Ok? Maintenant, concernant la rupture de la liaison CO. Je reprends ce qui était marqué au-dessus. Lors de la rupture d'une liaison, le transfert d'électrons se schématise par une flèche courbe, toujours, issue de la liaison rompue, et pointant vers l'atome le plus électronégatif de celle-ci. Allons-y. Liaison rompue, donc ici, entre carbone et oxygène. La flèche, encore une fois, doit partir du doublet d'électrons et rejoindre, on va dire, pointer vers l'atome le plus électronégatif de la liaison. Entre C et O, c'est O le plus électronégatif, et il va d'autant plus vouloir récupérer les électrons qu'il est chargé positivement. Voilà ce que ça va donner. La flèche part du doublet et va vers l'oxygène. D'accord? Et vous remarquez bien d'ailleurs que l'oxygène, qui dans cet ion-là, ne possédait au départ qu'un seul doublet, du coup en possède ici 2 dans la molécule d'eau. Vous avez bien compris que ça se détache de l'ion, on reconnaît ici H2O. Et l'oxygène chargé plus, qui n'avait qu'un doublet, se retrouve maintenant avec 2 doublets d'électrons. D'accord? Tiens d'ailleurs, je reviens sur la formation de la liaison CCl. L'ion chlorure a donné l'un de ses doublets à l'atome de carbone, qui constitue maintenant la liaison qui est là. Il avait 4 doublets non liants, l'ion chlorure, du coup il se retrouve maintenant avec 3 doublets non liants. Tout ça finalement est logique. Okay, et d'ailleurs, chacun des atomes intervenant ici dans le mécanisme de la réaction, chacun des atomes respecte toujours la règle du duel octet, c'est-à-dire est toujours entouré de 8 électrons ici en l'occurrence. D'accord? Donc voilà pour ce premier exemple. On a également la réaction numéro 2 de l'activité précédente. Alors l'étape numéro 1, c'est exactement la même, donc je ne reviens pas dessus. Ce qui va nous intéresser ici, c'est l'étape numéro 2, donc on va réaliser le même travail que pour la réaction numéro 1. Et on va identifier ici les liaisons rompues, les liaisons formées. Alors c'est un petit peu plus délicat ici, puisque ici on identifie donc 2 liaisons rompues. Okay, la liaison CO ici, bien sûr, elle n'existe plus à la fin dans le produit. Et la liaison CH ici, on est d'accord, qui n'existe plus à la fin. D'accord? D'ailleurs, on se doute bien que l'élément hydrogène ici se retrouve à la fin, ici, sous forme H+. D'accord?
Donc liaison rompue. Ensuite, liaison formée. On constate bien ici la différence. Une double liaison carbone-carbone qui auparavant était simple. Donc la liaison formée étant la deuxième liaison ici entre les deux carbones. Ok ? Alors le mécanisme, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien pour la liaison rompue, ça va être extrêmement simple. D'accord? On constate bien qu'il va y avoir un détachement ici de la liaison, de l'atome d'oxygène de la liaison CO, pour encore une fois former H2O, c'est similaire à la réaction précédente. D'accord? Ce qui est un petit peu délicat, c'est l'explication finalement de la rupture de cette liaison-là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, l'atome de carbone est quand même un peu plus électronégatif que l'hydrogène, donc il va avoir tendance à récupérer cette liaison-là, donc ce doublet d'électrons, mais directement, plutôt que de le récupérer pour lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le donner à l'atome de carbone ici, qui justement se retrouve avec un défaut d'électrons dans la mesure où la liaison ici a été rompue. Donc ça va forcément donner quelque chose comme ça. Il y a, comment dire, la liaison ici, le doublet d'électrons qui se rabat en faveur de l'atome de carbone qui est là, pour rééquilibrer justement les charges en quelque sorte, et respecter en quelque sorte ici une certaine forme de neutralité finalement. D'accord? Donc voilà comment on peut expliquer, par un rabattage entre guillemets de liaison comme ça, voilà comment on peut expliquer la formation de la double liaison ici. Ok? Alors maintenant, pour finir, je vous demande de donner le mécanisme de l'hydratation du propène en milieu acide. Alors ça se fait en 3 étapes. Les 3 étapes sont ici. Je vous les ai également transmises par mail, d'accord? Je vous laisse évidemment imprimer le document sur lequel je vous ai fourni ça. Et évidemment, là, il vous faut appuyer sur pause pour essayer d'imaginer le mécanisme des différentes étapes de cette réaction. Pause. Donc, après la pause, je reprends. Donc on commence par le mécanisme de l'étape numéro 1. Donc qu'est-ce qu'on constate? Il faut toujours, quand vous avez un mécanisme à établir, toujours essayer de voir quelles sont les liaisons formées, quelles sont les liaisons rompues, pour que vous sachiez bien entre quels atomes a lieu le transfert de double d'électrons, justement pour mettre les flèches qui représentent ces transferts correctement. D'accord? Ah, bon, j'ai été un petit peu vite, pardon. J'avais un petit commentaire à faire avant. Oh. On va revenir en arrière, pardon. La liaison qui est formée dans la première étape. On constate bien que CH2 devient CH3. Donc forcément, ce qui se forme, c'est une liaison entre le carbone et un atome d'hydrogène. Évidemment, il s'agit de l'élément hydrogène sous forme H+, qui va se lier au carbone là. Donc c'est un site, évidemment, puisque c'est H+, c'est un site accepteur de doublé d'électrons. On a ici la double liaison carbone-carbone qui est un site donneur de double électron. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, un transfert entre les deux. Toujours pareil, on fait partir une flèche du site donneur de doublet d'électrons, autrement dit d'un doublet d'électrons, vers le site accepteur pour expliquer la formation de la liaison. Et donc vous avez une liaison CH qu'on ne voit pas, mais qui est ici, derrière CH3, on a une liaison CH qui s'est formée. D'accord? Et évidemment, cette liaison-là se forme entre ce carbone-là et l'hydrogène qui est là, mais le carbone du milieu n'y participe plus. Donc on lui a piqué en quelque sorte des électrons, il va se retrouver avec un défaut d'un électron, c'est pour ça, entre parenthèses, je fais une petite parenthèse, qu'il est chargé positivement. Étape numéro 2, on repart donc de cette espèce chimique-là, qui est ici, ok, et qui va ensuite donc réagir avec une molécule d'eau pour donner cette espèce chimique-là. D'accord? On identifie la liaison qui est formée. En l'occurrence, ici, il n'y a pas de rupture, il n'y a que de la formation. On voit bien que la liaison, c'est entre carbone et oxygène que ça se passe ici. D'accord? Donc, de la même façon, on va faire partir une flèche pour modéliser un transfert de doublet d'électrons entre un site donneur et un site accepteur. Le carbone ici au milieu étant chargé plus, on imagine bien que ça va être un site accepteur de doublet d'électrons. On identifie bien aussi, là, l'oxygène avec ses deux doublets non liants, on l'identifie bien comme étant un site donneur de doublets d'électrons. Flèche entre un doublet du site donneur et le site accepteur.
Et voilà comment on explique la formation de la liaison carbone-oxygène. D'accord? Bon, par contre, l'atome d'oxygène se retrouve finalement dépossédé de l'un de ses doublés non liants. D'accord? Voilà pourquoi apparaît sur lui la charge plus qui est ici. Ok? Il y a eu un transfert de charge du coup entre le carbone ici et l'oxygène ici. D'accord? Bon, on ne vous demandera pas forcément d'expliquer ces transferts de charge. Hein. Ce qui est important, c'est de bien comprendre le mécanisme, c'est-à-dire la double flèche qu'on met ici. Si vous avez des questions sur ces plus là, justement, vous me les poserez un peu plus tard. Et enfin, donc, l'étape numéro 3, j'espère que vous avez remarqué que dans ces mécanismes, en plusieurs étapes, à chaque nouvelle étape, on repart du produit de la précédente. C'est bien ça qui se passe. Donc, produit de la précédente, comme réactif de la suivante, d'accord ? Eh bien donc, allons-y, qu'est-ce qu'on constate? Regardez bien la différence entre les deux, elle est au niveau de l'atome d'oxygène qui n'est plus lié qu'à un seul hydrogène. Ça veut donc dire que vous avez ici une liaison qui est rompue entre O et H. Comment on fait pour montrer une rupture de liaison et par là même la formation du deuxième doublet non liant de l'oxygène? Eh bien, on trace une flèche courbe qui part finalement de la liaison rompue et qui se dirige vers l'atome le plus électronégatif, c'est évidemment l'oxygène. Et finalement, ce transfert est renforcé par le fait qu'il est chargé plus, donc évidemment, il va vouloir récupérer ce doublet d'électrons. Donc voilà ce que ça donne. Et donc, on en a fini avec le mécanisme de cette réaction-là. Voilà pour cette vidéo.